Je suis de retour pour cette présentation des tomes 7 et 8. Donc, j'ai le plaisir de voir que certaines de mes élèves sont ici. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui ne sont jamais venus et qui participent pour la première fois. Alors, bon, je me représente. Je suis Odile Cimetière, professeure de Créacourt. Il y en a qui me connaissent déjà bien. Nous avons fait déjà plusieurs présentations en live et vous pouvez d'ailleurs les retrouver dans votre espace élève une fois qu'ils ont été diffusés. Nous allons déjà pouvoir voir certains petits points qui peuvent vous aider. Je rappelle ce que c'est qu'une classe virtuelle. Cela correspond pour nous, pour l'instant, pour la formation Créacourt, à une rencontre en ligne. Nous proposons donc avec vous un échange spontané par chat. Nous attendons donc vos questions au fur et à mesure. Vous pouvez déjà en préparer quelques-uns au fur et à mesure de la présentation. Alors que ce soit des élèves qui sont en cours de formation, bien sûr, ou tout au début. Il n'y a aucun problème à ce sujet-là. Je rappelle qu'il existe en parallèle un groupe d'écho. Vous avez donc sur le visuel ici donc l'adresse. C'est par le biais d'un lien Facebook. Vous l'avez ici. Nous convions tous les élèves à en profiter de cet espace virtuel. Alors à quoi il sert? Il sert à poser des questions à d'autres élèves, à partager, éventuellement faire part de vos interrogations, de comment se passe la formation, ou si vous avez un petit problème un petit peu délicat, technique, voilà, le professeur est là pour vous répondre. Je suis là, moi, personnellement, très régulièrement, mais voilà, des fois, le week-end, si vous avez un besoin urgent, vous pouvez avoir recours à d'autres élèves. Voici la présentation pour cette séance. Alors, il y aura bien sûr, comme d'habitude, des conseils généraux, des conseils de bonne pratique, tome par tome, rappel de l'importance des exercices facultatifs, je le dis, je le redis. Je fais une dédicace particulière pour certaines de mes élèves, particulièrement pour Monique, Séverine, Delphine. Voilà. Je vais aussi en faire une pour Sarah, que je ne connaissais pas, qui vient juste d'arriver et qui m'a vraiment surprise par la qualité de son premier devoir. C'est tout à fait étonnant et c'est un réel plaisir, un grand plaisir de voir une nouvelle élève amorcer sa formation avec des belles présentations, des beaux documents de qualité. Angelina aussi, qui est récemment inscrite, qui se rejoint à nous ce soir. Voilà, Vanessa, il y avait un petit moment que je n'avais pas de nouvelles, je vois qu'elle est là, donc c'est bien. Alors, nous allons faire... ce soir, c'est le thème de cette classe virtuelle, particulièrement une présentation des tomes 7 et 8. Voilà, une présentation, une information, parfois quelques mises en garde, et puis toujours pareil, il y aura une invitation aux questions. Un rappel sur l'atelier collaboratif, rappel de ce qu'est l'atelier collaboratif, les échanges et les travaux qui sont en cours. C'est juste un petit rappel très, très bref. Ensuite, donc bien sûr, après le programme de la classe virtuelle, là c'est la suite, nous verrons quelques annexes et travaux d'élèves et quelques conseils ou rappels qui sont évoqués par rapport à ces travaux d'élèves. Cela permet de vraiment montrer ce que font les autres et ce qui est bien, ce qui est moins bien, cela permet de vraiment pouvoir vous aider, vous aiguiller et parce que je me rends compte que pour les élèves qui viennent d'arriver, ce n'est pas du tout évident de se projeter vraiment dans les premiers devoirs et de savoir comment on s'y prend. J'essaye de rajouter des annexes régulièrement ou d'en envoyer aussi à titre personnel par le biais d'exemples et de travaux d'autres élèves. Alors, bonsoir encore à ceux et celles qui viennent d'arriver, Nathalie, Armand. Voilà, c'est bien, bonsoir.
Nous allons commencer rapidement parce qu'il y a de quoi faire. Nous allons faire quelques retours et conseils sur les tomes de 1 à 6, mais très rapidement. C'est surtout pour aider les nouveaux arrivants, sachant que ces conseils, on les retrouve dans les lives précédents. Alors, il y a un point focus sur les habitus, hein, autrement dire, l'ensemble des habitudes, des façons de faire qui sont nécessaires et favorables à la pratique de l'activité, des rappels. Alors là, je vais vite passer sur les tomes de 1 à 6. Après, je vous referai un petit coucou et je répondrai à quelques questions. Alors, ces points focus, et c'est très, très, très bien et c'est indispensable à la formation, c'est d'être mobile, curieux, savoir se renseigner, saisir l'air du temps, élargir les informations. Il faut en fait toujours être en veille quelque part. Il faut être assez ouvert, assez à l'affût de ce qui se passe. Maintenant, bien sûr, si vous préférez rester sur vos inspirations personnelles, vous pouvez trouver l'inspiration, bon, on l'évoque dans certains documents et au travers de certaines vidéos, en vous ressourçant d'une autre manière, la nature, les musées, les voyages. Si vous n'avez pas envie d'être, comment dire, coopté par ce qui se passe actuellement en matière de tendance ou de mode. Mais l'idée, c'est de se ressourcer en permanence, de s'inspirer, de retrouver une sorte de moteur, de génie créateur. Alors, ce qui est important aussi, c'est de bien communiquer en composant harmonieusement, très harmonieusement entre eux et avec style et goût, des petits textes, des visuels de qualité, parfois des organigrammes, des faits de fonctionnement ou une synthèse ou bien tout autre renseignement qui peuvent aider à l'argumentation ou bien qui vous servira selon les planches que vous préparez. Je rappelle que l'idée, c'est de souvent présenter en format paysage, sur du A3 de préférence, format paysage, mais le A4 peut avoir, s'il est bien amené, bien traité, peut avoir son intérêt. Je pense à une des élèves, Noémie, qui présente régulièrement sur du A4 et quand même, il y a des très belles choses. Faites attention de hiérarchiser les documents, d'en mettre parfois suffisamment grand, de aussi comment dire, générer d'autres documents, on va dire d'autres sous forme de vignettes, d'autres petits textes visuels, mais avec une sorte de hiérarchie, pas forcément les mettre tous à part égale en pêle-mêle dans une mise en page. Il peut y en avoir un plus grand, des moins grands, des plus petits. Faire juste attention que lorsqu'il y a des plans avec beaucoup de renseignements, de ne pas trop les réduire. Bien sûr, grâce à, on va dire, à l'écran, lorsqu'on est sur un écran d'ordinateur, bon, on peut zoomer, on arrive toujours à agrandir. Mais faites en sorte quand même que ces visuels, ces planches que vous préparez puissent être pensées comme imprimées. On ne sait jamais si un jour votre book, vous voulez l'imprimer et le relier. Là, à ce moment-là, par exemple, il faudra bien y penser. Oui, rappelle aussi que tous ces conseils que je donne doivent quand même ne pas vous paralyser et vous devez conserver votre personnalité, votre créativité personnelle. Et pour certains, par contre, je les engage vraiment à la développer. Ça, c'est un conseil que je donne vraiment pour les nouveaux arrivants, les nouvelles arrivantes, puisque j'ai beaucoup de dames et demoiselles, mais pour les messieurs aussi, faites parler votre créativité. Il s'agit vraiment de faire un retour sur des planches, toutes les informations, tout ce que vous préparez, tout ce que vous concevez, il faut vraiment qu'il y ait une attractivité de la part de celui qui lit, qui ait le plaisir de le lire. Soyez agréable, rendez en fait vos documents tout simplement séduisants.
qu'on ait vraiment envie d'être fasciné et envie de regarder tout ce qu'il y a de proposé dans la présentation d'une planche. Bien sûr, rappel qu'il ne faut pas confondre les intentions dans les planches, c'est-à-dire la différence entre la planche concept, ambiance, tendance. Hein, ce sont des planches qui permettent de restituer un petit peu l'insaisissable, c'est-à-dire en fait le ton qui va être donné à l'aménagement d'un intérieur et ne pas proposer tout de suite ces planches comme des propositions d'aménagement. C'est juste en fait restituer donc des concepts, ensuite des ambiances, des tendances, et régulièrement je redonne aux élèves les définitions de ces 3 termes. Dans les annexes aussi, vous trouverez toutes ces définitions. Nous continuons, donc encore un rappel qu'il faut être bien organisé, méthodique, bien fonctionner avec fluidité, bien petit à petit, donc acquérir les techniques de dessin. À main levée, des perspectives de dessin, l'usage des logiciels, mais ça, c'est toute la formation qui va vous permettre d'acquérir petit à petit. Parfois, il faut être patient. Certaines personnes ont un petit peu plus de base, d'autres ont des facilités. Il faut vraiment être patient, mais il faut tout de même travailler, en faire régulièrement. Alors, rappelle que la bonne connaissance des représentations normalisées, bon, c'est vrai que si vous travaillez et que vous installez votre entreprise, ça peut être le gage d'un professionnalisme et de bien respecter les conventions techniques. Nous y reviendrons plus tard avec le tome 7. Je ne sais pas si vous avez déjà quelques questions pour ceux qui viennent de débuter. Là, nous allons en fait passer et faire un retour rapide sur les tomes 1, 2 et 3. Un petit point focus sur le tome 1. Bon, il s'agit d'un tome de mise en condition pour rappeler par nécessité les réflexes de recherche, d'immersion culturelle et de renouvellement, pour entretenir son inspiration, sa créativité, développer un regard, une sensibilité. C'est ce que j'ai un petit peu déjà dit dans l'introduction. Il s'agit de s'en servir pour mieux s'imprégner des lieux, transformer, comprendre des intentions, des nouveaux projets pour soi et pour un client, et bien présenter pour mieux séduire. Alors effectivement, le tome 1, toute la partie du tome 1, c'est une prise de contact avec la formation, avec le métier ou avec, on va dire, la thématique, design d'intérieur et décoration. Il s'agit déjà de prendre ses marques. Il y a les leçons à lire, il y a les premiers devoirs à faire. Donc, c'est plutôt une entrée en matière sensible et en douceur. C'est pour ça aussi que les premiers devoirs concernent, on va dire, des intérêts d'ouverture et de mise en activité. Je demande au travers de ces devoirs qu'il y ait des recherches qui soient faites, mais je demande aussi qu'il y ait la transformation d'un intérieur personnel à une petite échelle. On commence doucement, juste sur une pièce, un séjour ou bien une chambre. Pour le tome 2, cela tourne autour donc bien sûr de l'organisation. Travailler, fonctionner avec fluidité. Ce tome traite de l'organisation et des facettes de cette activité et de la forme qu'elle revêt lorsqu'elle devient professionnelle. Ce n'est pas tout le monde qui a envie d'être professionnel. Alors, je vous demande tout simplement de vous mettre dans la peau d'un professionnel, même si vous faites cette formation juste pour vous, juste pour le plaisir. Disons que cela permet de prendre de la distance, du recul et de voir les projets d'un œil extérieur pour se reprojeter à l'intérieur, même si c'est pour soi-même. Il faut se rendre compte que souvent, c'est beaucoup plus difficile de réinvestir un lieu qui est personnel à soi que lorsque on le fait pour quelqu'un d'autre. Je vais passer assez rapidement. Bien sûr, à chaque fois, cela revient. On commence de s'intéresser au niveau de la qualité nécessaire dans la présentation des projets.
et de son activité en analysant tout ce que font les autres et ce que chacun peut proposer en termes de communication. Effectivement, dans cette partie, et au travers notamment d'un devoir, il y a l'intéressement au site d'autres designers, décorateurs, architectes d'intérieur, la création d'un flyer, vous en avez quelques exemples sur le côté, pour améliorer sa communication et essayer petit à petit, on le verra à la fin de cette présentation, améliorer les moyens aussi de se faire connaître et voire même de créer son propre site. Alors, retour et conseils sur les tomes 1, 2 et 3. Là, focus sur le tome 3. Donc, je remercie pour cet extrait qui est de Maud. Là, on voit en fait qu'au niveau du dessin technique, on n'arrive pas forcément, les élèves n'arrivent pas forcément à réussir du premier coup. Il s'agissait ici du traitement de l'escalier. Il y a des défauts, donc je les corrige et je vous fais évoluer jusqu'à ce que la présentation corresponde à ce qui est attendu en représentation conventionnelle. Il faut reconnaître que le dessin technique demande beaucoup de rigueur, d'attention, et qu'il faut être cohérent de bout en bout. Vous voyez l'escalier, les hachures sont très foncées, très serrées, un petit peu trop épaisses, et finalement, en deuxième partie, les hachures s'élargissent, sont fines, le trait de contour devient fort, et ici, vous avez sur ce dessin, enfin, le trait de contour qui est fort, mais pour toutes les parties qui entourent les murs. À certains endroits, il manquait des traits, je les ai signalés en rouge. Et certains traits ici d'arête vue sur le cadre de la fenêtre qui avait été oublié. Ici, on a un vide, alors que non, ce n'est pas vide. On voit les arêtes du mur qui est vu et qui se profile. Voilà. Alors, il y a des questions qui reviennent régulièrement. Certaines personnes font des blocages en dessin. Il ne faut pas hésiter à me poser des questions. Je suis là pour vous dépanner. Je dois dire que, il y a toujours, moyen de corriger, de redresser. C'est souvent en se trompant d'ailleurs que l'on rectifie une erreur. L'avantage, c'est que connaître le dessin, faire des dessins de croquis, cela permet des libertés. Parfois, ce n'est pas nécessaire d'être trop académique, on ne vous demande pas une œuvre d'art, c'est à force de dessiner que finalement, vous allez pouvoir vous améliorer. Il y avait eu des questions concernant l'utilisation aussi de la règle, mais en dessin libre, on doit pas céder de la règle. Ben oui, mais finalement, en décoration, en architecture, on peut quand même faire à la règle des axes, des tracés régulateurs et finir le dessin à la main. On jongle entre les deux. Voilà. Alors, le tracé régulateur, vous le voyez dans des tomes suivants. Et souvent, les façades d'une architecture sont composées avec un tracé régulateur, avec une harmonie, des proportions. Et finalement, donc, il y a tout un réglage fait à la règle. Et puis, si vous voulez faire une belle façade à main levée, vous pouvez la finir en la dessinant à main levée. Alors, le dessin de plan à main levée, on le fait faire, même si on fait souvent des plans architectes avec des instruments, on le fait faire surtout pour finalement pouvoir répondre à des questions rapidement et savoir faire des croquis à main levée. Vous avez quelques exemples sur les vues. Les exercices intermédiaires au fil du cours, je le rappelle, il y en a bien qui me les ont envoyés, donc je les remercie très profondément. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'élèves, je ne peux pas vraiment vérifier si les exercices au fil du cours sont faits, mais je les conseille. Ils représentent vraiment des étapes très, très importantes pour progresser. Il y en a qui sont vraiment intéressants, et notamment ceux sur la perspective, ceux aussi sur les rendus, la qualité de rendu
on va dire, des meubles, de l'ameublement, des textures, les fauteuils qui ont une texture. Donc, il y a un savoir-faire à représenter. Et je vous conseille de faire particulièrement le dessin de la chaise bleue et puis la petite chaise en bois de Ray et Charles Eames qui a des nervures et toute une richesse de coloration. Alors, au sujet du tome 4 et 5 que j'avais déjà présenté, je le répète, c'est le cœur de la formation. Il était nécessaire de travailler l'observation et la capacité à présenter, à convaincre, à séduire pour soi-même, pour les clients. Mais voilà, avec le tome 4 et 5, il y avait un petit peu de technique, notamment travailler le relevé. Il y avait l'apprentissage de l'organisation des espaces avec la technique du zoning. Il y avait une étude fonctionnelle sur les circulations. Alors, je dis il y avait, je parle au passé, mais bien sûr, pour ceux qui viennent d'arriver, ce sera des leçons, des tomes qui seront à venir. Mais donc, sont présentés par rapport à ces approches qui sont l'aménagement intérieur, on aborde le mobilier, les éléments techniques de confort. Il y a toute une série de devoirs, notamment le devoir 9, qui est un petit peu lourd, mais qui est extraordinaire parce qu'il permet, par rapport à cet homme-là, de passer en revue les différentes approches. Faire un zoning, fluidifier ou au contraire recloisonner. Il y a une série d'étapes, d'exercices, enfin une série d'étapes, il y a plusieurs exercices d'étape en étape qui permet d'aborder, d'approcher. Et je félicite les personnes qui en sont là et qui me présentent. On voit déjà qu'il y a une maturité, qu'il y a vraiment un très, très bon travail qui est fait quand les personnes arrivent au devoir 9, puisque c'est pratiquement la perfection et en arrivant au fur et à mesure de plus en plus loin dans la progression et avec les devoirs 9 et 10, il y a, comment dire, une capacité à prendre en charge des demandes d'exercices qui sont un petit peu difficiles et qui sont très bien maîtrisées. Donc, je vous félicite pour tous ceux qui sont arrivés. Oui, le devoir 7 est lourd aussi. Les dessins prennent beaucoup de temps. Mais justement, au début, la formation est un petit peu légère, personnalisée et de plus en plus, vous avez en charge des exercices qui demandent voilà, qui demande un petit peu de sérieux et de concentration, mais il ne faut surtout pas se décourager et le faire à votre rythme. Alors, c'est Agatha qui nous dit que le devoir 7 est lourd, les dessins prennent beaucoup de temps. Bon, ça, c'est... Mais prenez le temps de bien faire les choses et de vous faire plaisir et d'apprendre en même temps. Alors, il y a des mises en garde. Donc, je rappelle que pour ces tomes 4 et 5, je rappelle, je l'ai déjà bien rappelé la dernière fois, que le contenu est dense, qu'il faut le lire une fois, mais qu'il faut revenir régulièrement sur ces tomes, que en fait, ces leçons sont des documents ressources. C'est-à-dire qu'il faut penser régulièrement de reconsulter vos leçons par rapport finalement au projet et aux différentes situations sur lesquelles, par rapport auxquelles vous pourriez être confronté, que ce soit pour vous, pour des exercices ou même par rapport à des clients. Et puis, si vous voulez progresser, parce qu'il est difficile de prendre tout en compte en une seule fois. Le tome 6, donc, apporte, alors, c'est toujours une mise en garde sur les points clés à travailler. Le tome 6 aborde 3 domaines qui concernent tous les concepteurs d'espace, c'est l'ergonomie, la perception des lieux, l'accessibilité, la proxémie. Bon, l'ergonomie traite de la juste mesure et l'adaptation à nos équipements et nos espaces. La perception des lieux est une approche également primordiale qui nous propose d'explorer cette perception qui conditionne notre bien-être. L'accessibilité, tout est abordé,
par rapport à l'accessibilité des personnes valides, mais provisoirement invalides, et par rapport aussi aux personnes qui sont donc handicapées plus ou moins lourdement et selon le type de handicap. Et la proxémie, qui est une discipline un petit peu à part, que moi j'ai vraiment souhaité introduire dans cette formation, qui concerne l'occupation des espaces selon les personnes, les coutumes et les pays. Il est intéressant de s'y attarder pour analyser aussi des nouvelles propositions d'habitation qui évoluent avec le temps. On va dire, on n'habite pas du tout son intérieur au XVIIIe siècle, comme on l'habitait au XIXe siècle, voire même au début du XXe siècle, et actuellement. Une grande évolution s'est passée. Il faut être en veille et à l'affût de ce que nous pouvons proposer pour les années à venir, en fonction aussi du changement de nos modes de vie, et y compris avec l'introduction de tous les appareils connectés. Il y a aussi un retour au bien-être, à la volonté de calme et de détachement par rapport à une vie trépidante, qui est très importante. Alors, comme le reste des leçons, donc il sera nécessaire de consulter et revenir régulièrement à ces notions que sont l'ergonomie, la perception des lieux, l'accessibilité, la proxémie. Voilà. Et nous arrivons à l'introduction du tome 7, qui est notre préoccupation du moment. Alors, je vais aller un petit peu plus lentement. Le tome 7, donc, c'est tout un tome qui reprend les bases du dessin conventionnel de représentation. Alors, vous allez me dire sans doute sûrement, pourquoi ne l'avons-nous pas eu dès le début? Alors, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de connaissances à accumuler concernant les représentations du dessin. Et les représentations dessinées de nos aménagements, finalement, ne sont que des outils et ne devaient pas devenir l'objet principal de nos préoccupations. Donc, au début de la formation, j'ai donné quelques notions, on va dire, de représentation. C'était important. Ces notions, nous allons les approfondir dans ce tome. Alors, les notions que j'avais données permettaient tout simplement déjà de proposer quand même des visuels, des plans. Vous avez même pu, pour la plupart, déjà très bien surreprésenter avec les logiciels de dessin, QCAD, SketchUp, des dessins et des plans. Donc, petit à petit, vous avez finalement été dans une immersion. Il y en a qui avaient des connaissances, certainement, déjà un petit peu, mais le fait d'être immergé, d'être confronté au besoin de proposer des plans, des projets, des dessins de coupe aussi, sous diverses formes, diverses façons, vous a finalement familiarisé. Et maintenant, avec l'introduction du tome 7, vous allez pouvoir en profiter davantage et approfondir certaines parties. Bien sûr, sont repris de manière, on va dire, explicite, le principe des représentations des plans, des coupes. Tout est quand même passé en revue. Les différents types de traits, lesquels utiliser, leur utilité. Il y a aussi quelque chose de très important, c'est l'importance du plan. Donc, je me répète, mais le plan aménagé avec couleur pour le design d'intérieur et la décoration sera mis en évidence aussi, parce qu'il faut distinguer le plan architecte, noir sur fond blanc en général, en Europe, et avec toute la cotation. Puis, vous avez le même plan qui va être travaillé avec l'aménagement, on va dire la présence du mobilier, le dessin de textures, de parquets, des tissus du mobilier, des canapés, des tapis. Vous en avez déjà vu, vous en avez déjà fait pour certains. Donc, ce plan est primordial au moment de présenter un dessin à un client. On va dire que le plan noir et blanc type architecte est plus un plan technique, fonctionnel,
qui permet d'arrêter des décisions, des mesures, des dimensions, et qui finalement sera utile aussi au moment de la réalisation. Il pourra être même confié en toute tranquillité, soit pour déposer des permis de construire ou des permis de modification, et aussi au moment de la consultation des entreprises. Alors, bien sûr, seront revues quelques notions comme le zoning, les plans d'esquisse ou le relevé d'état des lieux. On est revenu souvent au relevé d'état des lieux, mais c'est des fois un petit peu nécessaire. Là, vous le verrez sous un angle différent. Donc, comme je vous disais en début de cette page, sur le tome 7, l'angle différent, ce sera celui de vos yeux avec des connaissances déjà acquises que vous avez acquises tout au long de la formation. Et vous verrez que finalement, vous trouverez un intérêt à ce tome que vous n'aurez peut-être pas forcément trouvé s'il avait été proposé dès le début de la formation. On va dire que c'est un complément, ce tome, c'est un approfondissement, et voilà, vous avez aussi une approche très intéressante. Bon, certains outils professionnels de représentation seront davantage présentés et détaillés pour certains, comme tout ce qui est cotation, information, les textes, la présentation, les cartouches. Là, vous avez un dessin sur le côté. Vous savez déjà ce que c'est, mais il y a d'autres petites choses qui sont présentées. Alors, on ne s'en sert pas forcément systématiquement pour présenter des documents aux clients. C'est plus quand les plans sont figés et qu'il va y avoir besoin de représentations très précises. Ce sera à vous de bien juger ce qui sera besoin, nécessaire ou pas, à mettre à disposition du client ou des entreprises. Cela correspondra sans doute à une demande. Ne perdez pas de temps non plus à faire des quantités de plans, de dossiers, de documents s'ils ne vous sont pas demandés. Proposez-les aux clients. Sans doute que pour ceux qui veulent se mettre à leur compte, il sera nécessaire de prendre en compte la facturation pour chaque série de documents. Alors ça avait été abordé dès le tome 2, donc je n'y reviendrai pas trop. On reverra le système de dessin, de projection, comment bien comprendre en représentation 2D, finalement, un bâtiment qui, lui, va être construit en 3D, en volume, autrement dit. Les différentes représentations seront détaillées, tant pour représenter les éléments structurels, le mobilier, tout sera passé en revue. Il y en a qui l'ont peut-être déjà regardé, ce tome 7. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont eu le temps quand même de le parcourir, puisqu'il est déjà en ligne à votre disposition? N'hésitez pas à préparer vos questions. Je suis là, je regarde le chat, je vous surveille. Alors, il y a une question de Nathalie qui dit: est-ce que les décorateurs aussi peuvent être en charge de dépôt de permis en mairie? Oui, lorsqu'il s'agit de modification de façade ou pour des plans qui ne dépassent pas 170 mètres carrés, où où il n'est pas nécessaire de passer par un architecte. Des fois, ça peut être des permis de démolition. Si ce n'est pas vous, ça peut être tout simplement le client qui le fait lui-même. Est-ce que, Nathalie, j'ai répondu à votre question? Voilà, j'en profite pour continuer. En même temps, je surveille vos questions. Seront détaillées aussi les représentations particulières, celles des plans d'implantation, des commandes électriques et luminaires. Un dossier aussi sera présenté, un dossier complet de plans type architecte. Bon, dans le tome 7, on est vraiment dans le dessin, on va dire, conventionnel, ce qu'on appelle aussi le dessin technique, mais le dessin technique qui est nécessaire aussi dans le monde aussi bien de l'architecture d'intérieur, mais aussi que du design. Alors Nathalie, dis-moi pas encore. Oui, vous n'avez jamais déposé encore? Oui, vous avez bien compris quand même?
que c'est possible d'avoir à le faire, de déposer des permis en mairie. Alors, si je passe à la page suivante, alors une fois que seront revues et approfondies les conventions de représentation du dessin technique, il y a une partie qui sera abordée, qui détaillera toute la partie conception, qui exposera le processus de construction d'un projet au niveau de sa conception, mais aussi au niveau de la maîtrise d'œuvre. Et cette leçon est intéressante à ce niveau-là. Elle rappelle les rôles de chacun des intervenants, notamment donc au niveau des artisans, des entreprises, et ce qu'il se passe durant les phases dites de gros œuvre et seconde œuvre. Il y aura aussi la présentation détaillée des erreurs à éviter, et puis quelque chose de très intéressant et d'important, c'est pareil, cela aurait été mis au début de la formation, ça n'aurait peut-être pas été intéressant, mais tout ce qui tourne autour du vocabulaire du bâtiment, ce qu'on appelle aussi la terminologie. En tant que designer décorateur, vous pourriez dire oh là, mais c'est pas ce que je cherche à savoir. Et finalement, donc, ça peut être intéressant de bien connaître les différents termes, on va dire professionnels, qui sont utilisés pour désigner telle ou telle partie finalement d'une construction ou même d'un aménagement. Ça peut être à l'extérieur, à l'intérieur, sur la partie structurelle. Et je pense que vous-même, petit à petit, vous avez déjà acquis un certain vocabulaire et là, vous aurez tout un glossaire avec des définitions. Il y a aussi l'importance de connaître les abréviations qui sont utilisées dans ce domaine. On vous propose aussi les réseaux et les sites web pouvant être utiles pour vous, pour votre pratique, pour en savoir plus. Voilà. Alors là, le tome 8, finalement, est bien différent du tome 7. Il s'agit du projet de fin de formation. Nous avons décidé, comme dans tout enseignement en présentiel, de formation sérieuse concernant le design, l'architecture d'intérieur même et la décoration, nous souhaitons que vous nous prépariez projet de fin de formation. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, la leçon, justement, les premières leçons du tome 8 vous exposent de quoi il s'agit. Il s'agit d'une mise en situation professionnelle que vous devez proposer. Vous devrez à ce moment-là, quand vous en serez au tome 8, la leçon en fait vous demande, la leçon est plus qu'un cours, c'est une sorte de guide qui vous explique pas à pas comment faire. Elle vous demande d'initier le projet que vous allez proposer en argumentant une proposition personnelle. Le projet doit être d'une certaine envergure, c'est-à-dire, il ne s'agit pas d'aménager juste sa cuisine. En général, un projet professionnel concerne une habitation entière et qui présente quelques caractéristiques. Soit cette habitation est assez grande, ou soit elle est originale. Elle peut aussi concerner un aménagement privé ou public, on va dire, à des visées sociales. Cela peut être un commerce, cela peut être on va dire une salle des fêtes, une salle commune pour une mairie. Cela peut être aussi quelque chose qui vous tient, qui vous lie particulièrement, qui vous tient à cœur. Ça peut être même une salle de concert, de musique. Bon, c'est à vous aussi de voir ce qu'il vous semble être possible de gérer. Parce que dans ce cas-là, c'est à vous de proposer les plans, d'imaginer un client. Il faut respecter la démarche professionnelle autour d'un client. On fait comme si, c'est-à-dire que même si vous n'êtes pas vraiment concerné pour vous installer tout de suite
il faut vous imaginer dans une situation professionnelle. Il faut que vous respectiez et que vous mettez en œuvre ce qui vous a été expliqué tout le long de la formation. Disons que cela est attendu. C'est un petit peu des pratiques qui se font. Et après, bon, bien sûr, chaque entreprise a ses manières propres et dévie un petit peu selon la clientèle, selon le temps dont elle dispose. Alors, il faut en profiter aussi pour développer un nouveau concept ou un concept récent. C'est-à-dire que c'est bien dans le projet que vous proposez que vous sortiez, on va dire, des sentiers battus. Il faut qu'il y ait un intérêt, qu'il y ait une nouveauté, un regain. Mais ça, je le ressens déjà très bien au niveau des projets que chacun d'entre vous me propose. Donc, je ne me fais pas trop de soucis. Vous êtes déjà bien habitué à me proposer des projets intéressants. Oui, alors j'ai effectivement Vola qui parle d'un certain livre, La Maison sur mesure de Dominique Rabin, qui je pense d'ailleurs a été cité dans les premiers tomes. Je ne sais plus si c'est le tome 1 ou le tome 2, mais nous l'avions aussi proposé, effectivement. C'est un livre utile pour l'agencement, nous dit Séverine. Voilà, donc... Alors, je continue. Pour l'histoire des quelques clés pour savoir réaliser un devis d'aménagement et de décoration, oui, effectivement. Si je continue, alors, ce projet que vous êtes en train de préparer est traité au travers de sa présentation finale. C'est-à-dire que vous avez d'abord, on vous explique qu'il faut proposer un projet, de quoi il s'agit. Ensuite, il y a des leçons qui traitent sur la présentation du projet. Finalement, ce sont des conseils pratiques et concrets, ainsi que des visuels qui pourront vous aider à prévoir et à finaliser vos planches de présentation. Alors, il y aura des conseils de présentation matérielle, mais aussi par rapport à la présentation orale, c'est-à-dire comment présenter des planches. Vous, ce sera des fichiers au départ, hein, c'est tout conçu sur fichier. Ça peut être ensuite imprimé ou pas, mais on peut imaginer que vous aurez aussi à le présenter devant un jury. Donc, c'est important. Alors, le projet, j'ai une question de Nathalie. Est-ce que ce projet remplace le projet collaboratif? Non, c'est quelque chose de différent. C'est un projet personnel de fin de formation. Est-ce que, voilà, on vous met en situation, c'est comme si on vous demandait de gérer un projet client. Et finalement, donc, vous aurez à glaner des informations à retrouver des plans, à connaître des choses sur le lieu, mais vous aurez aussi à présenter dans votre démarche le projet tel qu'il était avant, le contexte, le lieu, l'idée du client, le projet d'aménagement. Vous aurez à reformuler un cahier des charges client. Il faudra présenter la situation, la géolocalisation, l'état des lieux. On attendra de votre démarche par rapport au projet que vous voulez proposer, qu'il y ait sous forme d'esquisse 3 propositions, comme vous l'avez déjà fait au travers d'autres devoirs, 3 propositions qui seraient normalement pour le client, sous forme d'esquisse, des solutions rapidement esquissées, avec efficacité. Je rappelle qu'après, l'idée, c'est de retenir une seule proposition. Quand la proposition est validée par le client, bon, là, ce sera sans doute vous qui la validerez. Il faudra une bonne argumentation aussi. Pourquoi je choisis cette solution parmi 3 ? L'idée étant qu'une fois que vous avez choisi la solution d'aménagement sous forme de petits plans, croquis, esquisses, petites perspectives, normalement fait à main levée très rapidement, ça ne doit pas prendre de temps, vous allez à ce moment-là commencer de préparer les plans architectes et vous aurez aussi à faire comme vous avez fait au début de la formation, une proposition, on va dire, de type proposer
la planche concept, la planche ambiance, tendance, normalement qui sert à faire valider les premières idées aux clients. Une fois que tout cela est bien, comment dire, entamé, bien mis en place, et petit à petit, vous pourrez passer au tracé des plans définitifs, type architecte, et des plans, on va dire, type décoration d'intérieur, architecture d'intérieur, avec l'aménagement, le mobilier, le plan couleur. Vous en avez déjà fait pour la plupart, donc je pense que vous voyez bien de quoi il s'agit. Donc Nathalie Lily, je le répète bien, donc le projet, effectivement, ce projet-là ne remplace pas le projet collaboratif. C'est un projet qui vous est complètement personnel. C'est votre proposition, c'est vous qui allez trouver les plans, on va dire l'idée du projet, le lieu et la nouvelle destination du lieu, du bâtiment que vous aurez choisi. Ça peut être une construction neuve, ça peut être des projets qui sont en cours de réalisation, ça peut être une construction en cours de réalisation. Alors bien sûr, après, il y aura toute la partie aménagement d'intérieur qu'il faudra mettre en valeur par des perspectives, bien choisir ses angles de vue, la fameuse shopping list avec la proposition de mobilier, d'objets de décoration et leurs références et les prix. Donc voilà, on verra un petit peu plus loin une planche où il y a la shopping list qui est mise en dessous des perspectives. C'est une possibilité, ça peut être une planche à part. Vous avez aussi à ce niveau-là, pour ce projet qui est d'une certaine envergure, à vous intéresser éventuellement aux fiches techniques des matériaux ou produits. Si vous avez du matériel, on va dire un petit peu technique, c'est intéressant de joindre une fiche produit qu'on trouve facilement sur Internet, hein, en général. Vous pouvez avoir aussi comme donnée la réalisation sur mesure de meubles, ou plutôt de pièces d'ameublement. Vous avez en petites vignettes sur cette planche. Vous pourrez l'agrandir quand vous serez chez vous et que vous reverrez le live. Là, par exemple, ce petit document qui est en bas à droite, en fait, c'est un meuble qui doit être dans une entrée qui fait en même temps bibliothèque. Et bien, voilà, c'est un plan qui est coté, qui peut être donné à un menuisier. Donc, d'ailleurs, ce plan est issu de notre auteur, hein, qui a préparé ce tome 8. Beaucoup de planches de lui on les retrouve facilement dans la formation, dans les leçons. Vous trouverez son nom, c'est Kevin Hellman. Après, bien sûr, on aborde donc le coût global pour une approche progressive. Alors, la shopping list a déjà fait une partie du travail. La consultation des artisans ou entreprises avec descriptif des travaux, le coût total sont expliqués, l'évaluation sans consultation, un prix au mètre carré, les barèmes, l'actualisation des prix, il y a des choses qui sont abordées. Alors, le projet professionnel de fin de formation peut vous permettre vraiment de faire la tentative justement de recherche de prix et par rapport au plan que vous avez fait, de demander avec doigté et délicatesse auprès des entreprises en simulant donc peut-être une réelle réalisation, donc d'avoir une estimation, d'avoir un prix. Maintenant, vous aussi, vous pouvez tenter de faire des évaluations sans consultation par rapport au prix au mètre carré. Alors, ça vous sera expliqué à la fin de ce tome 8, sachant que ultérieurement, il y aura des tomes en option qui aborderont ce sujet, qui concernera tout ce qui est, on va dire, gestion chantier, évaluation, consultation des entreprises. Là, pour l'instant, cela vous est expliqué brièvement, simplement. Donc, ce serait à vous déjà de tenter l'expérience, puisque dans un projet professionnel de fin de formation, c'est bien aussi qu'il y ait des devis. Voilà, c'est une partie qui est un petit peu délicate, mais c'est bien. Après, dans la suite logique de ce projet professionnel de formation, qui en soi
on peut imaginer, sera présenté à un jury, donc il sera corrigé, évalué, validé. Vous avez aussi, en parallèle, la présentation du book. Alors, d'abord, je vais répondre à vos questions avant de parler du book et du portfolio. Oui, alors Agatha, oui, ce projet sera validé par moi, par Élodie éventuellement. Nous allons, alors vous êtes les premiers qui allez faire ce projet professionnel de fin de formation. Donc, nous sommes en train de mettre en place les modalités de fonctionnement. Concernant les prix, a-t-on un aiguillage sur notre propre prestation? Ah, alors, comment faire son prix? Oui, on en parle un petit peu. Disons qu'on vous attire l'attention sur ce problème. C'est-à-dire qu'il faut être vigilant, il faut savoir effectivement prendre en compte sa propre prestation, ne pas la brader, ce qui ne rend pas du tout service, ce qui peut dévaluer la qualité de votre travail. Et donc, bon, voilà. Alors, il y a aussi une approche un petit peu intuitive. Je mets tant pour le chauffage, je mets tant pour telle modification, pour le carrelage, pour ceci, pour cela. Et puis ensuite, je double, je fais 50% de marge. C'est un petit peu simpliste, mais il y a un petit peu de ça. Voilà, il y en a, c'est par la pratique. Mais le mieux, c'est finalement de ne pas hésiter à comptabiliser vos heures, à comptabiliser le temps que vous passez, à bien gérer votre temps. Et donc, de faire une tarification, soit, on va dire, par forfait, ou soit à l'heure, selon le type de prestation, selon les missions qui vous sont demandées, parce qu'on peut diviser ça en missions. Cela peut être intéressant aussi que je vous redonne le tableau qui avait été proposé dans le MOOC. Je le mettrai dans les annexes et qui permet de bien comprendre on va dire, tout le développement d'un projet depuis sa phase de conception, depuis la commande client, le maître de l'ouvrage, comme ça qu'on appelle le client, jusqu'à la réception des travaux. Et notre formation se situe particulièrement au point clé de récupération d'informations, d'analyse, de proposition des idées, de présentation des idées d'un projet et du développement des plans pour un projet. Et ensuite, effectivement, il peut y avoir toute la partie chantier, prestation de services des entreprises, donc consultation des entreprises, qui là est abordée et expliquée, mais qui finalement demande une organisation assez particulière et qui pourrait être développée dans un tome annexe. Alors, merci Agatha pour les conseils et pour notamment ce livre de Karine Mazot, Démarrer son activité d'éco. Formidable. C'est déjà, voilà, c'est bien, vous voyez, d'échanger. C'est très bien. Voilà, il faut le noter. Karine Mazot, Démarrer son activité d'éco. Le temps file, je vais vite vous proposer donc une approche du tome 8, la conception d'un book, portfolio, site. Il s'agit de se faire connaître. Donc, il y aura tout le retraitement de vos projets préexistants que vous avez fait durant la formation. Vous avez donc la composition de vos planches à prévoir et celui de votre book. Comment va-t-il être? Est-ce qu'il sera relié? Est-ce que ce seront des planches libres dans une boîte? Est-ce que ce sera juste un dossier avec des fichiers? Ou bien effectivement un site à construire? Alors, vous avez en annexe là sur les côtés un book relié. Je vous engage à ce que ce ne soit pas juste une compilation des documents que vous avez produits. Un book doit être structuré avec un code couleur, avec des titres clairs, mais vraiment une vraie mise en valeur, une vraie présentation. Il faut prévoir un sommaire, il faut prévoir une pagination.
Et tout ça sera développé dans les leçons concernant le tome 8. Voilà, moi je serai là pour vous aider. Les exemples que vous avez qui sont ci-joints sont des exemples que j'ai fait faire par un ancien étudiant. Là aussi, on s'aperçoit que, par exemple, sous des présentations de visuels, vous pouvez avoir la shopping list. On voit sur le côté il peut y avoir des onglets qui reprend les parties de ce que vous présentez par thématique. Mais ça, vous le verrez donc de manière plus approfondie dans la formation. Voilà, là, on est au terme de la présentation donc, du tome 8. Le tome 8 se développe sur plusieurs pages. Donc, je rappelle le projet de fin formation, de quoi s'agit-il? L'explication, donc, on va dire presque téléguidée de comment le construire, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, c'est tout ce que vous aurez dans les leçons, et une approche aussi concernant le coût global. Après, en parallèle, la conception d'un book. Alors, bien sûr, qui dit conception d'un book, portfolio ou site, bien sûr, dit aussi CV, mise en forme et contenu d'un CV. Il y a quelques conseils pour ceux qui en auraient besoin. Et aussi savoir vendre ses services. La prospection, le service à hauteur de la prestation, voilà, cela rejoint la question de Nathalie Rivolin. Et en même temps, nous abordons aussi gérer sa communication. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette présentation. Avez-vous des questions concernant le tome 8? Alors, n'hésitez pas à préparer vos questions. En même temps, les questions concernant le tome 8, moi, je rappelle, vous aurez dans le document que vous pourrez retrouver ultérieurement, présenté à nouveau le projet collaboratif pour ceux qui ne le connaissent pas. Hein. Vous avez le lien vers le projet qui vous est proposé. Vous avez donc la phase de recherche, l'étape 1, l'étape 2, qui sont à gérer. Voilà ce qui vous sera demandé. Il y a un petit historique du projet collaboratif qui est proposé. Les difficultés soulevées, ce sera autour des escaliers, le mouvement post-modernisme, de quoi il s'agit. Il y a des aides possibles et des fiches méthodologiques de recherche historique à proposer. Les groupes qui travaillent sur le projet, nous en avons quelques-uns. Voilà, c'est un projet qui est géré en autonomie, je le rappelle, le projet collaboratif, mais régulièrement, il y a des retours que je commente et qui permet de continuer. L'avantage du projet collaboratif, c'est qu'il aide à la construction du savoir. Et là, par expérimentation. Voilà, voici les plans de façade, voici le plan sur lequel il s'agirait de travailler. Si vous étiez intéressé par le projet collaboratif, je le répète, qu'il ne correspond pas au projet de fin de formation professionnelle. Voilà, il y a aussi un travail à faire autour de la cuisine. Bon, on rappelle que le projet est accessible à tous, qu'il y a toujours des nouveaux groupes qui peuvent se former. C'est plutôt un travail de groupe à faire à plusieurs, permet de faire un cas d'étude réaliste, de travailler en équipe. Vous êtes accompagné par le professeur. Voilà, chacun des élèves, anciens comme nouveaux, sont conviés à s'y intéresser. Il y a un plan de suivi qui vous est désormais proposé. Vous n'êtes pas obligé de le suivre, c'est selon votre disponibilité. Vous pouvez en proposer un autre. Alors, sera-t-on évalué pour le book ou le site internet? Disons que je vais vous accompagner. Ce ne sera pas une évaluation qui sera au même titre que le projet professionnel. Il y aura quand même un accompagnement, des modifications à faire et des améliorations qui seront demandées dans votre intérêt. C'est surtout pour vous servir. Pour ceux qui font un stage, oui, on en a déjà qui font des stages. Doit-on faire également un rapport de stage? Le stage n'est pas obligatoire, donc le rapport de stage n'est pas obligatoire non plus, mais il est recommandé. Voilà, en plus pour vous, cela laisse une trace et vous pouvez vous en servir et le faire valoir. L'avantage du projet collaboratif, c'est aussi de rencontrer d'autres élèves. Effectivement, Séverine, c'est tout à fait ça. C'est bien vrai, Séverine, nous sommes en présence de personnes qui ont participé à cet atelier collaboratif. Voilà. Alors, pour finir,
quelques astuces, des retours d'expérience. Bon, une annexe 1 qui vous est proposée. Alors là, c'est un petit rappel que le projet collaboratif, il y a un calendrier, mais que vous pouvez en proposer un autre. Hein. Cela n'est pas une obligation. Donc, quelques astuces. Voilà, il est très important pour ceux qui commencent juste la formation, de vraiment prévoir, de faire leur bannière, leur enseigne, leur frise de présentation, qui est l'équivalent, je le répète, des cartouches, des plans d'architecte, mais en décoration d'intérieur. Ils sont bien plus beaux, ils sont bien plus agréables et d'une lecture simplifiée aussi par une présentation un petit peu plus poussée. Bon, là, je passe vite. Voilà, il y a aussi des présentations de projets d'élèves que j'ai amené sans doute à renouveler ultérieurement, mais qui pour l'instant rappellent à ceux qui commencent comment peuvent être présentées des planches. Là, il s'agit du devoir 3003-C. Simplement, c'est un petit rappel que c'est dès le départ, il faut prendre cette bonne habitude, c'est très important. Donc, le fait de voir des travaux d'élèves d'autres personnes, voilà, entre autres Maude, qu'on retrouve, c'est important de voir ce que font les autres. Et nous remercions encore ceux qui ont bien voulu partager leur travail avec nous. Et nous demanderons à d'autres s'ils veulent bien comment dire, profiter des belles choses qui nous sont proposées. Et encore une fois, je remercie mes élèves pour les beaux projets qui sont proposés et qui m'arrivent tous les jours et que je corrige régulièrement avec enthousiasme. Voilà, c'est un métier non seulement qui est un vrai bonheur, mais pour moi, c'est un vrai bonheur de travailler avec des élèves aussi motivés. C'était inespéré. Nous avons on va dire, un panel d'élèves, d'inscrits qui, je crois, apprécient la formation. Et je vous souhaite aussi une bonne soirée et à bientôt. Nous allons nous quitter. Au revoir.